Bonjour et bienvenue dans le podcast juridique de Notre Affaire à tous. Depuis 2015, l'association Notre Affaire à tous œuvre à l'instauration d'une justice climatique en mobilisant des outils juridiques pour défendre l'intérêt général contre ceux qui détruisent la planète. Notre défi pour ce siècle est de penser un modèle économique, sociétal et de gouvernance qui respecte et protège la vie sur Terre afin de préserver la dignité humaine et la planète sur laquelle nous vivons. À terme, Notre Affaire à tous travaille à l'instauration d'un véritable droit de l'environnement et de la nature. Dans ce podcast, l'association vous invite à découvrir des décryptages d'experts, avocats de la planète, qui cherchent par le droit, par une mobilisation citoyenne et par un engagement professionnel à construire de nouvelles responsabilités juridiques en matière environnementale. Dans cet épisode, nous accueillons Nicolas Gourdin, professeur à l'ISAE Supaéro et formateur de la fresque pour le climat, aux côtés de Johan Reboul, étudiant en sciences politiques et jeune engagé autour de la question du changement climatique. Ensemble, nous aborderons cette question brûlante d'actualité pour en savoir plus sur le regard que porte un étudiant et un professeur sur l'avenir de certains métiers et études. Bonne écoute! Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et est-ce que vous pourriez commencer peut-être par vous présenter chacun? Oui, avec plaisir. Johan, vous voulez commencer? Non, allez-y, allez-y. Bon. Très bien. Du coup, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, moi, je m'appelle Nicolas Gourdin, je suis enseignant-chercheur à l'ISAE Supaéro, donc c'est une école d'ingénieurs généralistes, mais qui forme plus spécifiquement au métier de l'aéronautique et de l'espace. Je fais également partie du conseil d'administration d'une association qui s'appelle la Fresque du Climat, qui vise à sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux du changement climatique. Et je suis également membre d'un collectif qui s'appelle les Supaéro des Carbos, qui vise à accompagner en fait le secteur de l'aérien dans sa transition vers un monde, on l'espère, bas carbone. Voilà, en quelques mots. Et donc, moi, de mon côté, je m'appelle Johan Reboul, j'ai 22 ans. Je suis étudiant en troisième année à Sciences Po Toulouse. Je suis en Erasmus en Belgique en ce moment. Et je suis le fondateur du Jeune Engagé, donc une plateforme qui vise à motiver, à sensibiliser les jeunes sur les questions climatiques et sur les questions de biodiversité. Et là, je suis récemment auteur du guide du jeune engagé, donc un guide pratique en fait qui, dans le même but, sensibiliser et motiver les jeunes à s'engager. Super. J'aurais une première question pour vous, Nicolas. Comment est-ce que vous imaginez l'ingénieur en aéronautique de demain et comment l'enseignement que vous pouvez donner aux élèves évolue-t-il face aux enjeux climatiques? C'est une vaste question. Alors, pour reprendre déjà la deuxième partie de la question, comment est-ce que les enseignements ont évolué? Alors, je ne peux prendre que l'exemple que je connais bien, c'est celui de l'ISAE Supaéro. Donc, depuis déjà pas tout à fait une dizaine d'années, l'ISAE Supaéro s'inquiète un petit peu, enfin se préoccupe en tout cas de ces questions-là. Et donc, on a eu l'occasion de déployer un certain nombre d'enseignements, dans un premier temps de spécialités, au travers d'un domaine qui s'appelle énergie, transport, environnement, et dans lequel on va donner quelques clés en fait pour comprendre ce que c'est que le changement climatique. Donc, c'est des climatologues qui viennent de discuter de ce sujet-là. Quelques notions aussi sur les enjeux énergétiques et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça va être difficile de se passer de 80% de l'énergie qui est à base essentiellement de carbone, gaz, pétrole et charbon. Et en fait, depuis maintenant, je dirais 3-4 ans, ça s'est accentué. C'est-à-dire qu'en fait, y compris dans le tronc commun, vous ne pouvez plus aujourd'hui être diplômé de l'ISAE Supaéro si vous ne validez pas un module d'une vingtaine d'heures qui aborde spécifiquement ces questions-là. Alors, je dirais même assez largement, c'est-à-dire pas forcément uniquement les questions énergie et climat, qui sont assez naturelles, en fait, finalement, quand on se raccroche aux sciences de l'ingénieur, parce que le climat, c'est de la mécanique des fluides, et puis l'énergie, pour n'importe quel ingénieur, c'est une notion qui est issue de la thermodynamique, mais on aborde aussi les questions liées aux enjeux de la préservation de la biodiversité, par exemple, ou la gestion des ressources en eau. Ça fait partie des choses qu'on regarde. On a également un module spécifique sur la transition en fait, et le rôle de l'ingénieur vis-à-vis de ces questions-là, donc qui est un module non obligatoire, mais qui rencontre pas mal de succès et qui intéresse évidemment beaucoup d'étudiants qui se posent énormément de questions sur leur devenir.
Et donc, ça reprend finalement un petit peu la première partie là maintenant, les questions. C'est comment on aborde en fait ces questions de la transition dans le secteur de l'aérien. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas simple. Là, je vais avoir du mal à faire une réponse beaucoup plus précise que celle-là. En fait, il y a deux points de vue. Je vais essayer de faire très court pour laisser un peu de temps quand même pour les échanges. Un premier point de vue consisterait, et c'est celui qui est adopté par certains étudiants, consisterait à dire, voilà, ce secteur, aujourd'hui, n'est pas en accord avec mes valeurs personnelles, parce que quand même, une grande partie des étudiants se préoccupent des questions du changement climatique, de la préservation de la biodiversité et puis des enjeux énergétiques. Et donc, une partie des étudiants se dit, ce secteur-là n'est pas en accord avec mes valeurs, je ne veux pas aller y travailler. C'est un premier point de vue et qui se respecte tout à fait. Un autre point de vue, c'est de dire, j'ai eu la chance aussi d'être extrêmement bien formé et je considère qu'aujourd'hui, nos étudiants sont quand même globalement bien formés sur ces questions-là à l'ISAE Supaéro. Et donc, je vais au contraire aller rentrer dans ces entreprises et essayer petit à petit d'amener un changement de culture, voire un changement de raison d'être. Et ça ne se fait pas tout seul. C'est parfois aussi décourageant, parfois épuisant. Mais je pense que c'est nécessaire parce qu'on ira beaucoup plus vite si les entreprises accompagnent la transition, plutôt que si on se retrouve avec deux mondes qui luttent l'un contre l'autre et qui amènent souvent, finalement, peu de changements radicaux, en tout cas ceux dont on aurait besoin. Voilà, donc en quelques mots, mon point de vue, c'est celui-là, c'est de dire, oui, on se préoccupe de ces enjeux, on y fait déjà des choses, on fait intervenir des experts, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont passé 10 ans, 20 ans ou 30 ans de leur vie en fait, à étudier ces questions-là. Je pense notamment à la partie climat, mais aussi aux questions énergétiques. Et en parallèle de ça, on essaye de donner des espaces aux étudiants pour réfléchir à leur rôle en fait, vis-à-vis de ces questions-là. On ne veut pas leur donner non plus une soupe toute prête à penser. Au contraire, je pense qu'étudiant, c'est être capable de se forger ses propres convictions et surtout de ne pas être moralisateur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ça bouge et vite. Voilà. Merci beaucoup. Et est-ce que vous, Yoann, du coup, de votre côté, vous remarquez un peu cette évolution aussi du côté étudiant dans votre domaine d'études, vous, qui n'est pas l'aéronautique? Ouais, de cette envie de changer les choses, dans quel sens? Du coup, est-ce que, par exemple, même au niveau des enseignements que vous pouvez recevoir, est-ce que vous avez vu des évolutions à ce niveau-là? Est-ce que vous pensez que l'environnement, même au niveau, par exemple, associatif, est de plus en plus développé, que les étudiants s'y intéressent de plus en plus? Oui, moi je l'ai vu à Sciences Po Toulouse dans les premières années où je suis entré à Sciences Po. Il y avait cette envie en fait des étudiants sur ces questions environnementales. Par exemple, l'association Gaïa à Sciences Po n'a jamais eu autant d'adhérents. Il y a eu je me rappelle les premières journées où on a créé les journées de rencontres avec les associations. Il y avait des centaines d'étudiants qui étaient là pour parler de ces questions environnement. Et c'est bien sûr, ouais, on voit qu'il y a un engouement et c'est important parce que voilà, plus on avance, plus il y a cette urgence climatique. Il va vraiment falloir s'y mettre. Et la question du travail plus tard, voilà, de la carrière, est-ce qu'on peut avoir un métier qui est en accord avec nos valeurs environnementales? Elle est hyper importante et souvent, moi, je vois sur Jeunes Engagés, beaucoup d'étudiants m'envoient des messages en me disant, mais je suis hyper engagé maintenant, mais qu'est-ce que plus tard, je vais avoir un métier, est-ce qu'il sera en accord? C'est presque un souci en fait de se dire est-ce que je vais pas polluer plus tard parce que j'aurai un métier voilà dans le commerce etc qui va participer qui va pas aider en fait à cette transition écologique. Donc oui, c'est une vraie question. Oui, je rebondis complètement là-dessus. Déjà, juste un point, il me semble qu'à Sciences Po Toulouse, vous avez aussi en première année maintenant la fresque du climat, qui est quand même un bon outil de sensibilisation aussi pour avoir au moins quelques bases. Ça, je pense que c'est un point important, c'est déjà se former sur ces questions-là, ça paraît absolument essentiel. Et un autre point, pour paraphraser quelqu'un que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Emmanuel Druon, c'est on n'abandonne pas sa citoyenneté à la porte de l'entreprise. Donc, on reste des citoyens engagés, en fait, même dans une entreprise. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu la fresque du climat, Nicolas? Je crois que vous êtes instructeur, du coup, pour la fresque du climat. Oui, alors, oui, c'est un outil que je connais effectivement bien aujourd'hui. Alors, la fresque du climat, en quelques mots, c'est un atelier collaboratif qui se déroule sous sa forme classique en 3 heures,
avec une partie où on va utiliser l'intelligence collective pour reconstruire en fait les grands mécanismes physiques du climat et notamment du changement climatique, c'est-à-dire en gros de remettre un petit peu en perspective les émissions d'origine anthropique, c'est-à-dire liées aux activités humaines, pour comprendre comment elles impactent le climat et comment le climat, en retour, va impacter les activités humaines. Donc l'objectif de l'association qui s'est développée autour de cet outil, c'est de sensibiliser en moins de 5 ans 1 million de personnes, parce qu'on pense que c'est une des clés pour amener un changement radical de notre organisation sociétale, c'est qu'au moins on partage tous le même constat. Et aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, ce constat n'est pas encore partagé par le plus grand nombre dans la population. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc l'ensemble de l'atelier est basé sur des considérations scientifiques, c'est-à-dire on peut le voir comme une vulgarisation un peu pointue par moment des rapports du GIEC, donc, qui aujourd'hui définissent l'état de l'art des connaissances scientifiques sur le changement climatique. Et est-ce que vous pourriez revenir sur vos premières motivations, sur le pourquoi de votre engagement finalement l'un et l'autre? Oui, moi je peux commencer. Moi, le début de mon engagement, moi, ça a été un déclic un peu environnemental, comme on appelle. Moi, ça a été, j'étais sur Internet et j'ai découvert le scandale de l'huile de palme, en fait, avec le hashtag Nutella tue les orang-outans. Voilà, j'ai vu ces images de déforestation, en fait, en Indonésie, en Malaisie. Et à l'époque, donc à 16 ans, j'étais un grand consommateur de Nutella et de toutes ces autres bêtises. Et ben ouais, j'ai pris un peu une claque dans le visage en me disant, voilà, ma consommation a un impact direct sur les forêts, etc. Et c'est à ce moment-là que, en fait, j'ai voulu me mobiliser. Et donc, d'abord chez moi avec ce qu'on appelle les éco-gestes. Donc, j'ai supprimé cette huile de palme et voilà, être plus écolo dans la vie. Et je voulais porter le message plus loin, en fait, et essayer de mobiliser plus de personnes sur ces catastrophes environnementales. C'est pour ça que j'ai créé dans le début des 2 pétitions qui visaient donc Nutella et Lu, donc des marques très prisées des Français, pour vraiment alerter sur le fait que voilà, on consomme des produits qui ont des impacts négatifs. Et en fait, à 16 ans, donc j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. J'avais rencontré des associations pour avoir l'information. En fait, j'arrivais pas comme ça en disant voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais voilà, j'avais fait beaucoup de recherches, j'ai présenté ces pétitions et il y a des centaines de milliers de personnes en fait qui ont signé ces pétitions et j'ai découvert qu'en fait à 16 ans, je pouvais avoir un pouvoir en tant que consommateur, mais en tant que citoyen aussi. Voilà, en rassemblant tous ces gens qui voulaient, voilà, qui veulent plus de cette déforestation, etc. Donc voilà, c'était un déclic et j'ai vu qu'on pouvait avoir du pouvoir même en étant jeune. Et pour vous, du coup, Nicolas? Alors moi, c'était un petit peu différent. J'étais plus âgé lorsque j'ai eu une prise de conscience. Ça remonte à il y a maintenant à peu près une douzaine d'années, je dirais. À l'époque, je donnais une conférence dans une école d'ingénieurs cher à mon cœur qui se trouve à Lyon. Et en fait, je cherchais des informations pour introduire un cours sur de la thermodynamique et sur les turbines à gaz qu'on utilise classiquement dans le secteur de l'aérien. Et en creusant un peu cette question, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande dépendance du secteur au kérosène. Alors, ça paraît naïf de dire ça, mais c'est quelque chose, enfin, moi, je n'ai jamais été formé là-dessus. Je n'ai jamais eu de cours en tant qu'étudiant sur ces questions-là. Et donc, j'ai commencé à creuser un peu cet aspect-là et me rendant compte qu'effectivement, la quasi-totalité des activités humaines aujourd'hui, y compris en France, parce que souvent, ce n'est pas assez médiatisé, mais la France, en fait, sa première source d'énergie finale disponible pour les utilisateurs, ça reste le pétrole, et de très loin devant, effectivement, l'électricité et donc le nucléaire. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, il y a quand même une question intéressante. Et donc, je me suis rapproché d'une structure qui s'appelle le Shift Project, donc qui développe une approche très ingénieure de ces questions-là. Et en fait, je me suis formé au travers du Shift sur ces questions. Et petit à petit, j'ai pris conscience effectivement que non seulement il y avait un problème avec notre dépendance aux énergies d'origine carbonée, et que malheureusement, ça se traduisait aussi par un impact sur l'environnement et notamment sur le climat qui pouvait potentiellement être extrêmement dévastateur. Et du coup, une de mes priorités, à l'époque, je ne travaillais pas encore comme enseignant-chercheur à l'ISAE Super-Héros, et c'est devenu ma priorité. C'est-à-dire pour moi, c'était de prendre un poste au travers duquel j'estime pouvoir avoir un impact, et notamment en devenant enseignant-chercheur à l'ISAE Super-Héros, d'amener ces questions-là dans la formation. Alors, je ne le fais pas tout seul,
Il y a d'autres de mes collègues qui travaillent effectivement de concert avec moi. Et c'est vraiment super de pouvoir participer à ça. Donc ma prise de conscience, voilà, il y a une douzaine d'années à peu près. Et je dirais que ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de faire gagner du temps à tout le monde. Moi, je suis assez triste de voir le temps qu'il m'a fallu en fait pour comprendre ces questions-là. Et c'est pour ça, là, j'admire effectivement Johan, hein, qui à 16 ans a pu déjà prendre conscience effectivement de ces enjeux-là, qui me passaient mais complètement au-dessus, moi, à cet âge-là. Et du coup, j'espère qu'effectivement, aujourd'hui, en sensibilisant nos étudiants à 20 ans, du coup, on leur fera gagner 10 ans, au moins. Est-ce que du coup, vous pensez respectivement faire partie d'une génération ou de deux du coup générations engagées pour la planète? Peut-être différemment, mais tout au moins engagées. Moi, dans mon cas, oui, je pense que notre génération est très sensible à ces questions et qu'on peut vraiment parler de génération climat. On l'a vu avec les marches pour le climat lancées par Greta Thunberg. Il y a vraiment, c'est pas quelques centaines de personnes qui sont descendues dans la rue, c'est des milliers, voire des millions de jeunes qui ont vraiment montré qu'ils étaient là et qui voulaient vraiment des changements. Et aussi, ça a montré que voilà, les jeunes avaient un mot à dire en fait sur les questions, sur ces questions, aussi des questions politiques. On a un peu enfin considéré les jeunes comme des acteurs, des citoyens en fait de la société, qu'ils ont leur mot à dire et c'est aussi notre avenir en fait. Hein. Comme dit, on est les derniers un peu à pouvoir agir parce que voilà, l'urgence, c'est aujourd'hui. Mais voilà, on a un pouvoir aussi sur ceux qui sont actuellement au pouvoir, les entreprises qui sont voilà. Donc c'est un engagement actuel. Ouais. Oui, de mon côté, c'est pareil. Hein, j'ai quand même le sentiment d'être très engagé. Alors, militant, c'est peut-être pas le bon mot. Je ne sais pas très bien ce qu'on peut mettre derrière militant. Mais en tout cas, engagé sur ces questions-là, ça c'est sûr. Aujourd'hui, ça occupe en tout cas une grande partie de mon emploi du temps. Alors, je ne sais pas si on peut parler de génération climat, parce que pour moi, c'est un problème qui touche tout le monde. Il n'y a pas une génération qui peut agir et une génération qui ne peut pas agir. Effectivement, on va dire l'impact du changement climatique est déjà là. C'est déjà visible. Ça va s'accentuer dans les années qui viennent. Et donc, il y a réellement urgence aujourd'hui à faire quelque chose. Donc après, est-ce qu'on peut parler d'une génération peut-être plus sensibilisée? Ça, c'est sûr. Ce qui est extraordinaire, ce qui s'est passé quand même en l'espace de 10 ans, c'est que ces questions qui étaient parfaitement périphériques, aujourd'hui, en tout cas dans l'enseignement supérieur, et même, je dirais, dans une moindre mesure, dans l'enseignement secondaire, aujourd'hui, sont devenus des enjeux stratégiques. C'est-à-dire qu'une école d'ingénieurs digne de ce nom ne peut plus faire l'impasse, typiquement, sur ces questions-là. Ce n'est pas possible. Et donc, effectivement, les étudiants qui à la fois ont des questions se retrouvent en face avec une offre qui permet aussi de construire sa culture et ses convictions personnelles. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Donc, oui, il y a un engagement et qui dépasse, j'espère, les générations. Moi, je suis d'accord avec ce point-là. Il ne faut pas opposer les générations sur ce combat. C'est vraiment un combat global, collectif. Et c'est vrai on a aussi tendance à dire, oui, les jeunes, ils régleront le problème plus tard, un peu, parce que voilà, ils sont sensibles à ça, ils régleront le problème. Non, c'est aujourd'hui, c'est tout le monde qui doit agir. Exactement, c'est tout le monde. Et donc, pour ça, ouais, je rebondis sur ce point, c'est extrêmement important de résister à la tentation d'opposer des générations. C'est vrai que la situation actuelle découle de choix de société qu'on a pu faire par le passé. Ça, c'est une réalité. Après, je dirais que les connaissances sont disponibles, malheureusement, seulement depuis peu de temps. En tout cas, ça fait peu de temps qu'elles sont passées dans un premier temps dans l'enseignement supérieur, puis dans un deuxième, j'ose espérer aussi un petit peu dans l'éducation nationale, dans le secondaire, voire même à l'école primaire. Et puis, il reste la question maintenant aussi du grand public qui n'a pas eu la possibilité de se former sur ces questions et qui est aujourd'hui en poste. Comment on fait pour les accompagner? Mais il faut vraiment résister à cette tentation de faire porter la responsabilité. Je pense que chacun a fait du mieux qu'il a pu avec les informations qu'il avait à l'instant T. Et typiquement, dans les années 60, 70, 80, pendant les 30 glorieuses, on n'avait pas du tout l'impression de faire quelque chose de mal quand on recourait aux énergies fossiles. Au contraire, c'était quelque chose de fabuleux qui a permis, au sortir de la guerre, de donner à manger à tout le monde, d'offrir un travail, j'espère, à peu près digne et correctement rémunéré à tout à chacun, et de se déplacer facilement, de se chauffer sans se poser trop la question de savoir si on allait pouvoir... je veux dire, ça coûte rien en réalité l'énergie aujourd'hui.
Donc ça, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un prix à payer et que ce prix, effectivement, bah, ce n'est pas forcément ceux qui ont bénéficié du service qui vont régler la facture. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Et je rebondis encore là-dessus, ce n'est pas forcément qu'une question de génération. C'est que ceux qui ont participé, effectivement, qui ont bénéficié le plus des énergies fossiles, c'est plutôt effectivement certaines sociétés dites développées aujourd'hui, et que ceux qui vont régler une partie de l'addition, bah, ce n'est pas ces sociétés-là, quoi, malheureusement. C'est les plus pauvres et les plus démunis. Et donc, ça pose aussi une question d'équité derrière. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le secteur aérien, étant donné que c'est votre formation. Comment est-ce que le secteur aérien pourrait évoluer et avoir un impact positif et puis pour atteindre un petit peu les objectifs de l'accord de Paris ou voilà, comment est-ce qu'on pourrait évoluer? Alors, bon, ça dépend de quel secteur on parle exactement. Si on prend le secteur, je dirais, aérospatial dans son ensemble, il y a des choses qui sont assez évidentes, comme aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'une bonne partie de la compréhension qu'on a des mécanismes du changement climatique vient de l'observation de la Terre. Et donc ça se fait par le biais en fait, des observations satellites, en particulier, qui nous aident à comprendre un petit peu ça. Donc ça a plutôt un impact positif qui est déjà là. Je ne dis pas que tout ce qu'on met dans l'espace est utile absolument de façon irrémédiable aux êtres humains, mais en tout cas, ça nous a au moins permis de comprendre ce que c'est que le changement climatique et ça nous a donné beaucoup d'infos. Ensuite, comment est-ce que le secteur de l'aérien peut se transformer? Eh ben ça c'est une excellente question. Et si vous avez les réponses, là, je suis preneur. Ce qui est sûr, c'est qu'on a encore quelques leviers qu'on peut activer, mais je dirais malheureusement de façon tout à fait insuffisante, qui sont des leviers technologiques, c'est-à-dire qui permettent de réduire un petit peu l'impact carbone par kilomètre passager. Ensuite, à quoi ça sert le secteur de l'aérien? Bah là, c'est pareil, il y a beaucoup d'usages. Il y a des choses qui sont formidables, comme le fait, par exemple, bon, c'est un exemple un peu bateau, vous me pardonnerez de l'utiliser, mais le fait de pouvoir distribuer des vaccins en cas de pandémie à la plus grande partie de la population de cette planète, eh ben, c'est grâce au secteur aérien. Ça, c'est un exemple pour moi de quelque chose qui est quand même utile à la société. Après, est-ce que aller à l'autre bout du monde, siroter un cocktail dans un club de vacances quelconque, sans avoir aucun contact avec les populations locales, est-ce que ça, c'est quelque chose de louable? Bah, évidemment, là, on peut se poser un peu plus la question. Donc, il y a peut-être aussi à reprioriser déjà les usages. À quoi ça sert le secteur, le fait de pouvoir se transporter à l'autre bout du monde en l'espace de quelques heures? C'est quelque chose d'absolument magique. Je pense qu'il y a des pays, effectivement, qui ne peuvent pas s'en passer, parce que, par exemple, un bras de mer, ça se franchit assez mal. D'ailleurs, historiquement, le secteur aérien, les premiers vols qu'on a réalisés en avion, c'était pour franchir les mers. Parce qu'on a eu besoin de connecter aussi les gens, de faire se rencontrer les cultures, que ce soit la grande aventure de l'Aéropostale ou celles qui ont suivi. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Je pense que c'est un facteur de paix sociale, le fait de faire se rencontrer les gens. Après, bah, je ne veux pas être trop pessimiste, mais je pense que les leviers technologiques, en tout cas seuls, ne suffiront pas à rendre le secteur aérien neutre en carbone. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, quelle place, effectivement, socialement, on est prêt à laisser? Et ça, je pense que c'est un débat de société à avoir et je ne peux pas répondre seul à cette question-là. Est-ce que, Johan, par exemple, je ne sais pas, dans votre guide du jeune engagé, vous abordez cette question de l'aviation? Du moins, est-ce que vous pensez que tu as dans la tête d'une génération un peu plus jeune, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, des mentalités qui évoluent par rapport à l'aviation, par rapport justement à ces voyages en 2 heures pour être dans un autre pays, ce genre de choses? Ouais, bah, c'est une question, ouais, je l'aborde cette question parce que c'est même pour moi, moi qui aime beaucoup les voyages et qui, voilà, j'ai fait des voyages en avion souvent, c'est une question un peu délicate parce que, voilà, la jeunesse, on a envie de découvrir le monde entier, parcourir le monde et en même temps, il y a cette question, voilà, de pollution de l'avion. Donc, c'est un sujet complexe, mais je pense, voilà, il y a cette idée, ouais, de réapprendre un peu à voyager, en fait. Est-ce qu'on est, comme Nicolas le disait, est-ce qu'on est obligé de faire 6000 km pour aller boire un cocktail sur une plage, alors que, voilà, il y a plein de choses magnifiques à voir aussi sur notre continent, et aussi le voyage, est-ce que c'est pas aussi le fait de se déplacer vers un endroit? Avec notre société, en fait, on veut tout immédiatement.
Et je trouve ça dommage, en fait, et surtout sur les questions de voyage, ouais, il y a tout à, je pense, à repenser, en fait, notre façon. Je ne dis pas que c'est aussi sympa de voyager, d'aller loin, etc. Mais voilà, est-ce que il y en a qui parlent même de mettre des quotas. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre des quotas où on a le droit de prendre l'avion une fois tous les je ne sais pas combien de temps, voilà, pour un voyage qui nous tient à cœur, mais peut-être pas aller passer une semaine en Thaïlande et revenir. Voilà, c'est des questions. Ouais, je pense que la finalité du voyage importe aussi. Tous les voyages, effectivement, ne se valent pas. Et moi, enfin, je reviens encore sur cette notion d'équité, ce qui me pose aussi beaucoup de questions. En fait, c'est juste pour vous livrer un petit peu quelques-unes des réflexions qu'on a aujourd'hui dans ce secteur-là, parce que en fait, c'est assez dur à vivre pour nous. C'est-à-dire, depuis les années 60, le grand leitmotiv, je dirais, de l'industrie aéronautique, ça a été de démocratiser le transport aérien. C'était ça qu'on cherchait à faire. On cherchait à rendre les avions plus sobres en carburant, pas tellement pour des questions climatiques, même si aujourd'hui, effectivement, ça peut devenir une question prioritaire, mais à l'époque, c'était surtout pour réduire le coût et permettre à tout un chacun, effectivement, de prendre l'avion et donc, effectivement, de ne plus réserver l'avion à une petite élite qui avait les moyens ou à une petite élite professionnelle qui en avait les moyens, mais le rendre accessible à tous, à toutes et à tous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans un pays en développement. Une des premières choses que font les gens lorsqu'il y a une classe moyenne qui se crée, c'est de prendre l'avion pour voyager et découvrir le monde. Je crois effectivement une aspiration assez naturelle en fait d'aller découvrir notre environnement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle par exemple l'élasticité. Ce qu'on voit, c'est que lorsque il y a 1% de croissance, alors on pourra discuter de ce que ça vaut le PIB, hein, mais lorsqu'il y a 1% de croissance du PIB dans un pays, eh ben, le trafic augmente de 1,5%. Donc le nombre de kilomètres passagers augmente de 1,5%, c'est-à-dire plus vite encore que la croissance du PIB. Et donc ça repose une fois de plus cette question d'équité. Malheureusement, il faut constater qu'aujourd'hui, seulement 1 à 2% de la population réalise l'essentiel des kilomètres passagers en avion. Et donc, nous n'avons pas réussi aujourd'hui à démocratiser complètement le transport aérien. C'est vrai que ça, il faut être honnête avec ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour le redistribuer aujourd'hui? Si on veut stabiliser les émissions, admettons qu'on dise, bon ben voilà, techniquement, on est capable de réduire de X%, mettons de 30 ou 40% la consommation de carburant par kilomètre passager, ça ne suffit pas à rendre le transport aérien accessible à tous sur la planète. Et donc, comment on fait pour le redistribuer? Ça, c'est une question effectivement qui nous anime beaucoup. Enfin, vraiment, j'espère que j'arrive à faire passer cette notion un petit peu de dissonance, hein, entre d'un côté, on a voulu démocratiser le transport. Aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas réussi complètement. Et donc, il faut, dans le même temps, essayer de le redistribuer de façon un peu plus équitable. Et le transport aérien, effectivement, est très attaqué. Et je rejoins complètement Johan hein, sur le fait que, bah, oui, dans un bilan carbone personnel, les transports en avion, ça peut peser lourd. Ça pèse pas forcément lourd à l'échelle du globe encore. On a 2,5% des émissions de CO2, plus d'autres impacts. Hein. On pourra en discuter si ça vous intéresse. Il ne faut pas le réduire à la seule question du CO2. Il y a d'autres impacts aussi qui sont liés au transport aérien. Mais 2,5% des émissions de CO2, simplement, quand vous prenez votre bilan carbone personnel, eh ben, effectivement, vous pouvez vite être à 15, 20 ou 30 tonnes de CO2, là où, effectivement, on nous dit qu'il faudrait arriver pour la neutralité carbone à 2 tonnes à l'horizon 2050 par an et par personne. Et pensez-vous pour Yoann, que le changement climatique a un effet sur les métiers que vous envisagez ou que les jeunes, de manière générale, souhaitent exercer plus tard? Ouais, je pense qu'il y a il y a un enjeu. Moi, comme je le disais, j'ai reçu beaucoup de messages sur le jeune engagé, de jeunes en fait qui ont envie de poursuivre leur engagement dans leur métier, en fait, qui ne veulent pas arrêter juste après leurs études. Et c'est la question, en fait, comment s'impliquer concrètement dans les métiers. Et il y a cette image où les jeunes sont très engagés à l'université, mais après, ils vont aller chez Total, etc. Je pense que oui, pareil, les mentalités vont évoluer et vont vers des métiers. On voit déjà que beaucoup de jeunes se tournent vers les métiers plus manuels, en fait, qui retournent vers l'agriculture, etc. Je trouve qu'il y a un mouvement un peu de reconnexion déjà à la nature qui est différente. Est-ce que c'est quelque chose de, à taille, je ne sais pas à quelle échelle on peut le voir, mais oui, je pense qu'il y a quand même un changement de mentalité avec cette vraie volonté en fait de transformer aussi des entreprises. Et comme on disait au début, c'est
soit dans l'institution, donc changer à l'intérieur de ces entreprises, donc rentrer dans les grands groupes, soit à l'extérieur parce qu'on pense que ce n'est pas les entreprises qui vont changer, on essaie d'un autre modèle. Donc, il y a ces deux possibilités et on le voit clairement chez les étudiants. Ouais. Et dans le guide du jeune engagé que vous venez de publier, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus des thèmes et des leviers d'action que vous présentez, qui sont peut-être entre guillemets plus accessibles? Par exemple, comme on disait tout à l'heure, tout le monde ne prend pas l'avion. On peut très bien dire arrêtez de prendre l'avion, mais quelqu'un qui ne prend pas l'avion, dans tous les cas, il ne produit pas le CO2 du trajet en avion. Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont un peu plus pas abordables, mais un peu qui sont plus faciles à faire au quotidien par n'importe quel citoyen lambda? Oui, bien sûr. Mais mon livre, il commence avec des actions qu'on peut prendre tous à l'échelle individuelle, en fait, qui ont un impact assez important sur le climat, que ce soit de réduire sa consommation de viande et de poisson. Hein. On connaît aujourd'hui le ravage que fait aussi cette industrie sur la nature, que ce soit aussi l'impact des banques. Hein. J'invite les gens à aller voir d'autres banques qui sont plus éthiques que les banques traditionnelles et qui polluent énormément, justement parce qu'elles financent des secteurs très polluants comme les énergies fossiles. Il y a plusieurs actions comme ça que, en fait, c'est au quotidien, mais c'est aussi un combat collectivement, en fait, et c'est aussi de se mobiliser là où on peut, en fait, rejoindre des associations, que ce soit en tant que, à travers le vote aussi, tout le niveau politique, en fait, toutes les étapes sont possibles, en fait, pour un jeune de se mobiliser. Et comme je le rappelle, les engagements écologiques sont tous différents. En fait, il n'y a pas un engagement où voilà, une personne qui sera voilà, parfaite et géniale, ce sera une petite ou un petit Greta Thunberg. Non, moi, je pense que il y a des engagements très différents, très variés en fonction de plein de paramètres. Hein, est-ce qu'on a les ressources financières suffisantes pour faire, voilà, aujourd'hui, manger bio et manger local, ça peut être cher pour beaucoup. C'est vraiment faire au maximum, en fait, avec ces valeurs, ce qu'on a envie de défendre. C'est voilà, rejoindre des associations qui se mobilisent sur le terrain, interpeller les entreprises, plusieurs moyens d'action. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de leviers différents. Tous les leviers ne sont pas forcément les mêmes suivant les personnes. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi extrêmement important, absolument nécessaire de se former sur ces questions-là pour bien identifier quels sont les bons leviers. Je donne un exemple. Quand on pose la question aux Français, est-ce que vous vous sentez préoccupé par les questions environnementales et le changement climatique, la plupart des gens répondent oui. Qu'est-ce que vous faites pour prendre en compte ce challenge? La plupart des gens répondent je trie mes déchets. Trier ses déchets, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir ou quasiment rien à voir avec le climat en tant que tel. C'est bien deux choses différentes. Et donc, il y a une méconnaissance aussi des bons leviers d'action. Je reprends juste aussi un point qui revient régulièrement sur les questions qui sont liées, par exemple, à la production d'électricité. On a un débat qui est très virulent, par exemple, en France, sur les questions du nucléaire. Mais quand on pose la question aux gens, est-ce que vous pensez que le nucléaire contribue au réchauffement climatique? Il y a beaucoup de gens qui répondent, oui, je pense que ça contribue au réchauffement climatique. Or, ça, ce n'est pas vrai. Et donc là aussi, il y a une méconnaissance. Et moi, je suis un petit peu triste parfois aussi de voir que systématiquement, le débat est ramené là-dessus et que du coup, dans le même temps, on ne fait rien pour réduire en fait notre dépendance au pétrole et diminuer la quantité de pétrole, parce que finalement, le débat est pollué entièrement par des questions qui sont, je dirais, d'un point de vue climatique, d'ordre secondaire. Une fois de plus, ça ne veut pas dire que je ne promeux pas spécialement l'énergie nucléaire, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a d'autres travers effectivement associés à cette énergie. Simplement, on ne réglera pas le problème du changement climatique en remplaçant le nucléaire par des éoliennes. À la fin, on n'a rien fait pour cette question-là. La question, c'est bien effectivement les leviers importants que sont le transport, l'alimentation, et ça, je suis tout à fait d'accord. On a coutume de dire que pour commencer à se questionner sur, en tout cas à suivre le bon fil pour s'interroger sur son mode de vie, c'est de commencer par regarder ce qu'on a dans l'assiette. Et consommer local, ça a un impact assez fort, hein, en réalité, sur le bilan carbone d'une personne. Consommer local, je ne pense pas que ça coûte vraiment plus cher. Hein. Typiquement, un excellent moyen en fait, de commencer avec ces questions-là, c'est de se rapprocher, par exemple, des AMAP. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, mais c'est absolument top parce qu'on retrouve un lien social aussi. On retrouve un lien social avec les producteurs. On voit ce que c'est que de produire des légumes, faire du maraîchage,
rencontrer les gens qui le font, ça change complètement notre rapport à la nourriture. Et même à la limite, la question du bio est encore une autre question. C'est-à-dire que pareil, il faut être tout à fait honnête, manger bio n'a pas d'impact vraiment sur le climat. Ça a un impact effectivement sur les intrants et donc sur la santé à la fois des consommateurs, mais surtout des agriculteurs, parce que c'est quand même eux qui sont exposés à ces produits-là en priorité. Donc c'est très bien effectivement de promouvoir le bio. Par contre, ça n'a pas vraiment d'impact sur le climat. Ce qui va avoir un impact sur le climat, c'est de manger local et donc de saison. Mais c'est vrai qu'il y a cette question qui revient des éco-gestes qui sont défendus par beaucoup. Il faut faire attention parce qu'ils sont très importants justement parce qu'ils vont sensibiliser la population et qu'il y a besoin de ces actions qui peuvent être à grande échelle importantes. Mais il y a cette idée aussi que les gouvernements et les entreprises vont se déresponsabiliser en disant protéger l'environnement, c'est de trier ses déchets, c'est de faire pipi sous la douche ou c'est voilà, rapporter, c'est pas en gros le plus important. Bien sûr que c'est important de trier ses déchets, comme on l'a dit, mais voilà, il ne faut pas non plus déresponsabiliser les entreprises qui émettent le plus d'émissions aujourd'hui, les gouvernements pour avoir de vraies lois climat justement ambitieuses. Voilà, il y a ce point. Il y a vraiment ce triptyque effectivement entre le citoyen, les entreprises et le monde politique. Il n'y a aucun de ces leviers qui doit être laissé de côté. Si un de ces leviers bloque, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Il faut bien qu'il y ait un changement global et que les 3 catégories d'acteurs soient engagés avec le même projet. Et ça nécessite de recréer du lien. Moi, je pense qu'un des grands maux en fait, de nos sociétés un petit peu dites développées, c'est cette perte du lien social et notre rapport en fait, à notre environnement. On oppose très souvent l'homme et la nature. En réalité, on en fait partie intégrante. Et il est urgent de retrouver ce lien avec ce qui nous entoure et avec les autres. Et tout à l'heure, Nicolas, vous nous disiez que selon vous, le débat était un peu en ce moment centré sur des questions qui sont un peu secondaires. Comment, par exemple, on pourrait recentrer le débat sur des questions plus primordiales? Je pense notamment, Johan, par exemple, avec le guide ou avec les réseaux sociaux. Comment vous pensez qu'on pourrait recentrer et ramener des questions un peu plus primordiales, du coup, sur le devant de la scène? Eh bien, déjà en participant à une fresque du climat, ça pourrait commencer par là. Donc là, je vais me répéter un petit peu, mais déjà en se formant sur ces questions-là. Il y a urgence en fait à retrouver les bons ordres de grandeur et donc à se former. Et donc il faut effectivement que, je pense que le monde scientifique porte une petite part quand même, c'est un euphémisme, de responsabilité vis-à-vis du fait que ces questions ne sont pas correctement débattues. C'est-à-dire que le monde scientifique s'est un peu éloigné, alors il y a différentes raisons à ça, mais c'est un peu éloigné du débat public. Quand on regarde effectivement typiquement chez les politiques, les formations qu'ils ont, il y a très peu de scientifiques. Et les connaissances, en fait, en réalité, ça fait 40 ans que chez les climatologues, il y a à peu près consensus sur les questions en fait, du changement climatique et l'origine anthropique du changement climatique. Or, c'est que depuis très récemment que, en tout cas au moins en France, et une fois de plus, il ne faut pas penser que la France elle est représentative du reste du monde, mais qu'en France, il y a à peu près effectivement consensus dans l'opinion générale sur le fait que le changement climatique est là et que c'est bien, pour une grande part, en fait, la responsabilité des activités humaines. Et donc après, une fois qu'on a dit ça, il faut identifier qu'est-ce qui, dans mon quotidien, est réellement impactant. Donc il y a l'alimentation, il y a le logement, il y a le transport. Et en fait, ça, c'est un problème qui est très difficile parce que quand on regarde la façon dont sont structurées nos villes, par exemple, elles se sont structurées entièrement parce qu'il y a la voiture. On enlève la voiture, il y a beaucoup de gens en fait, qui ne peuvent plus en fait, accéder ni au commerce, ni se nourrir, ni rien du tout. Et donc, comment on fait maintenant aujourd'hui pour revenir un petit peu sur une autre trajectoire et comment on fait pour rendre tout ça désirable surtout? Je pense qu'une des grandes difficultés, c'est de le rendre désirable. Et je crois qu'effectivement, on peut vraiment aller vers un monde qui soit plus heureux, où les gens sont plus épanouis et qui, du coup, soient moins carbone dépendants. Les deux sont possibles. Mais ça demande effectivement de travailler un petit peu. Et donc, ouais, la première chose, je dirais, c'est ça, commencer par se former. Donc, une fresque du climat est un bon moyen de démarrer. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des gens qui, par exemple, nient le changement climatique ou qui tout simplement ne veulent pas se former?
Déjà, là, si j'ai un point de vue purement égoïste, ce que je commencerai par dire, c'est que vous y croyez ou pas, de toute façon, c'est là. Et ça ne va pas s'arranger. Et donc, si vous êtes capable d'intégrer ça dans votre quotidien dès maintenant, dans 10, 20 ou 30 ans, vous vivrez tout ça beaucoup mieux que si vous vous retrouvez contraint à devoir changer radicalement vos modes de vie parce que le prix du carburant a explosé à la pompe ou qu'il y a des contraintes réglementaires et on est en train d'en adopter qui font que en fait, la consommation irréfrénée d'énergie fossile n'est plus possible. Et donc là, pour moi, le premier levier, il est là, quoi. C'est d'essayer effectivement d'amener un petit peu ces informations-là. Après, on ne pourra pas convaincre tout le monde, et ce n'est pas forcément d'ailleurs nécessaire, pourvu qu'il y ait une petite partie de la population qui soit motivée et prête à évoluer. Mais en réalité, des climato-négationnistes, parce que c'est comme ça qu'il faut pas parler de climato-sceptiques, parce que c'est laisser effectivement, le scepticisme, c'est propre à la science. Enfin, je veux dire, le scientifique de base, il est sceptique. Et c'est très bien d'être sceptique. Mais un climato-sceptique, il n'est pas sceptique, il est climato-négationniste. C'est complètement autre chose. C'est de refuser, en fait, finalement, d'ailleurs, même la pensée scientifique, là. Et donc, il y a des gens qui n'ont aucune envie d'être convaincus de ça. Et ben, en fait, moi, ce n'est pas là où je vais mettre mon énergie en priorité. C'est peut-être terrible de dire ça, mais les journées, elles font que 24 heures. Et du coup, là où on aura le plus d'impact, c'est de travailler avec les gens qui ont vraiment envie d'avancer. Donc la priorité, elle est là. Et des gens qui ont envie d'avancer, il y en a beaucoup. Je suis d'accord sur ce point. Il y a deux formes, je pense, quand il y a une personne qui vient te dire qui croit pas à ça. Soit d'un côté, c'est qu'il y a un manque d'information et que là, on peut apporter des informations, qui peut avoir un débat et voilà, on informe la personne. Et si c'est une personne qui s'entête à ne pas y croire, etc., il ne faut pas perdre son temps. Je pense. Et là, on voit dans le mouvement écologiste, il y a quand même beaucoup de gens qui s'entêtent sur certaines personnes et je trouve que c'est une perte d'énergie et que, comme Nicolas disait, on ne pourra pas convaincre tout le monde. Et si déjà une grande partie, une majorité sont d'accord, il faut avancer, quoi. On ne va pas pouvoir rester. Peu importe les sujets, il y a toujours des gens qui diront non. Là, il y a aussi la question d'être confortable chez soi et de ne pas penser à ces questions qui font un peu peur, etc. C'est mieux de dire ben non, ça n'existe pas pour dire ben voilà, on va pouvoir continuer à vivre comme on vit aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il ne faut pas perdre son énergie. Et puis, c'est pareil, il y a une question de posture là-dedans. C'est-à-dire que la façon de communiquer sur ces questions-là est souvent très, au mieux, anxiogène, au pire, très culpabilisante. Et aller voir quelqu'un et lui dire, tu ne dois pas faire ça, tu dois réduire ci, tu dois te passer que ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on veut effectivement que les gens adhèrent en fait à ça? Donc là, à mon avis, la première chose à faire, c'est plutôt effectivement de dessiner plutôt un futur désirable et souhaitable. Et de retrouver un projet de société commun. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et qu'est-ce qu'on veut effectivement, je dirais, léguer? Je reprends toujours cette image, hein, mais effectivement, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte effectivement à nos enfants. Et ben, qu'est-ce qu'on veut léguer après aux générations futures? Il y a cette question-là en réalité. Et ça, je pense que beaucoup de gens, ils sont quand même assez sensibles et aujourd'hui l'ont bien compris. Oui. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre point de vue sur la question. Je vous pose la dernière question. Johan, par exemple, pour commencer. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de vous engager pour le climat? Très vaste question. Pourquoi c'est important? C'est notre avenir qui est en jeu, hein, tout simplement. C'est l'avenir de la planète, de la vie sur Terre, en quelque sorte, hein. Mon combat, je le mène. On dit souvent aussi que le dérèglement climatique, c'est dans des années, etc. On essaye d'inverser la tendance, mais le dérèglement climatique, il impacte déjà des vies aujourd'hui, hein, on le voit, et notamment les pays les plus pauvres qui vont faire face les premiers aux conséquences. Donc, c'est vraiment améliorer la vie des gens dès aujourd'hui, en fait. C'est vraiment cette question. Et voilà, c'est reconnecter avec la nature, se reconnecter à la nature. C'est voilà, des questions fondamentales et c'est pour ça, moi, que je m'engage aujourd'hui. Je pense qu'on a un peu perdu le fil sur ce qui est réellement important, en fait, pour nous. Et voilà, je pense que c'est mon point. Ouais, effectivement, c'est une question qui n'est pas simple. Mais pourquoi c'est important aujourd'hui? Bah, la question, enfin, on se pose tous la question de à quoi on sert, effectivement.
dans ce monde, enfin, de trouver notre place quelque part. Ça, c'est une question qui, je crois, anime quasiment tous les êtres humains. En fait, on se pose la question de l'origine de la vie, enfin, de son but même, enfin, qui nous paraît parfois un petit peu obscur. Bon, la seule chose, effectivement, enfin, la seule chose dont je suis à peu près aujourd'hui certain, c'est que bon, la vie, c'est quelque chose de miraculeux et qui nécessite en fait d'être préservé, qui vaut le coup en fait qu'on se batte pour que ce soit préservé. Et donc, c'est pas que ma vie personnelle, mais c'est aussi celle des autres êtres humains et surtout en fait de tout ce qui nous entoure, de toutes les espèces qu'on a embarquées avec nous. En fait, c'est ça qui est devenu incroyable, c'est que l'être humain, de par son mode de vie, et enfin, on est devenu une force géologique. Nous avons un impact en fait sur tout ce qui nous entoure. Et on a embarqué dans cette aventure les millions d'autres espèces qui nous accompagnent sur cette Terre. Et donc la planète, elle n'a pas besoin d'être sauvée, elle a juste besoin d'être aimée. Je crois que c'est ça la question fondamentale en fait. Et donc moi, quelque part, c'est ce qui me permet de trouver un sens à mon existence. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais quelque part, quand je m'endors le soir, ça me rassure. Et ça me donne de l'énergie le matin quand je me lève. Merci beaucoup. On va garder ce beau mot comme mot de la fin. Merci beaucoup, Yoann et Nicolas, pour votre partage. C'était vraiment super intéressant. Avec plaisir. Bon courage pour la suite de vos combats respectifs. Eh ben, merci beaucoup. Bonne continuation aussi à vous. Et puis, au plaisir de se retrouver pour échanger autour de ces questions ou de d'autres. Pour la prochaine fresque pour le climat. Ah bah, avec grand plaisir. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.